avait des réflexions sur la classification à laquelle on a été obligé de se confronter des exaltations. Donc, les étapes, si vous voulez, de dénomination qui nous ont préoccupés au cours du temps ont été la définition des microbes, c'est-à-dire quand Pasteur commençait à expliquer la théorie du germe, c'est un chirurgien qui s'appelle Cédillo qui lui dit tiens, tu pourrais appeler tes trucs des microbes. Donc Pasteur a pris le mot, il a dit voilà, on va appeler ça des microbes. Ça c'était 1866. Ensuite, c'est très français comme ça. Ensuite, il y a un autre français qui s'appelait Chaton, qui est un parasitologue qui n'a rien fait de connu. Il a fait un article en français, sa thèse. Et qui a dit, tiens, dans les microbes, il y a deux genres de microbes. Les microbes qui ont un noyau, ceux-là on va les appeler les eucaryotes, et puis les microbes qui n'ont pas de noyau, qui vont être classifiés les prokaryotes. Ça, c'est une classification qui est devenue populaire ultérieurement, devenue populaire dans les années 50. La classification eucaryote-prokaryote. Et puis, Woose, en 1977, à partir de l'analyse du ribosome, a créé la notion de domaine, en disant, voilà, donc on devient deux mondes eucaryotes-prokaryotes, on passait à trois domaines, bactéries, archées et eucaryotes. Et puis, avec Bernard Scolar, en 2003, lui se posait la question de mini-virus, qui pose le problème d'être défini comme étant un microbe. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un microbe? Un microbe, c'est une chose que l'on voit au microscope optique. C'est ça, la définition du microbe. C'est quelque chose de vivant qu'on voit au microscope optique. Donc, ça propose ça de Paris sur la l'agent de choléra des poules était défini au microscope par Pasteur. Alors, la définition de Chaton est une définition, comme toutes ces définitions, c'est des définitions qui sont approximatives, qui changent tout le temps la définition. Donc il ne faut pas avoir peur de changer les définitions. Il ne faut pas créer d'instabilité inutile, mais il ne faut pas avoir peur de les changer. Vous voyez par exemple ici, c'est une bactérie qui a une formation, un comportement interne qui comporte les acides nucléiques de la bactérie, donc en pratique elle a un noyau. Ça c'est un planctonicète, et puis ça existe aussi, vous voyez, vraiment un comportement interne donc, qui correspond à un noyau. Donc il n'y a pas que les eucaryotes, il y a certains prokaryotes qui ne sont pas du tout des prokaryotes, donc c'est des bactéries qui ont des noyaux. Et c'est très important. C'est très important. Imaginez pas que les définitions soient des fantaisies. Je vais vous dire, c'est très important parce que nous, quand on a analysé avec Gilbert Gold, les paraclamica dans mon laboratoire, où on a publié un papier fait sur l'observation des microscopies électroniques, on s'est intéressé à des formes qui étaient celles-là, des formes très atypiques, qui sont des formes en croissant. Mais en s'intéressant seulement à ces formes de croissant, on n'a pas regardé, on n'a pas vu qu'il y avait une membrane interne dedans. Et c'est Fuers qui me l'a dit, puis qui a fait une présentation, mais on tenait à regarder, Raoult a publié, une paraclamidia, pas vu, Kelvin. Donc c'était les premières images de noyaux de chlamydia, comme dans les planctonicètes. Et donc on ne pouvait pas les voir parce que, si vous voulez, on était rentré dans un embranchement dans lequel il n'y avait pas de noyau. Donc on ne regardait pas les membranes internes des bactéries. Donc vous voyez que les définitions, ça nous fait prisonniers, on n'arrive plus à y échapper. Donc Woose a créé le monde en trois domaines, basés sur l'analyse du ribosome. Avec, ce qu'il faut regarder, c'est dans les bactéries, il y avait en réalité deux groupes bactériens, et des bactéries qui étaient des bactéries extrémophiles, qui vivaient dans des conditions extrêmes, en particulier dans les eaux très chaudes. Et comme il y avait une théorie que certains ont toujours, enfin qu'il y a une théorie, que la vie est née dans des conditions quand la Terre est très chaude, les gens pensaient que les bactéries qui étaient très chaudes, extrémophiles, ressemblaient plus aux formes primitives de vie. Et donc c'est pour ça qu'il appelait ces bactéries archées. Ce qui est idiot, il ne faut jamais appeler arché quelque chose qui est actuel. Il faut appeler arché quelque chose qui est ancien, quelque chose qui est actuel. C'est jamais archaïque. C'est un nom qui... Et du coup, là aussi, comme on est prisonnier des noms, arché est très typé bactéries extrémophiles, et donc pendant des années, très peu de gens cherchaient ça chez l'homme. Bon, c'est des bactéries qu'on trouve chez l'homme qui jouent même un rôle assez important. Et c'est ce qui fait que vous émettez des gaz. Les archées, c'est ce qui transforme les ions plus en méthane. Donc si vous n'aviez pas d'archée, vous auriez une diarrhée acide. C'est
les archées, ça fait un rôle très important. On considère que c'est même le plus grand fournisseur de gaz à effet de serre, c'est les archées, avec les gaz des ruminants, des moutons et des vaches. Ça crée beaucoup plus de gaz à effet de serre, que le méthane, beaucoup plus d'effet de gaz à effet de serre, beaucoup plus que le pétrole. Et du coup, quand on regarde, eh bien, on trouve. Pour les virus, la définition, donc les virus, pourquoi les virus ne sont pas dans les microbes? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas visibles. Ils ne sont pas visibles au microscope. Donc on voit qu'il se passe quelque chose, c'est Chamberlain qui utilise un filtre, c'est un filtre en porcelaine, qui est à peu près nu. Pasteur, qui trouve qu'il y a quelque chose qui est filtrable, qui n'est pas visible et qui donne une maladie humaine, qui est la rage. Et puis celui qui est considéré comme étant vraiment le créateur du monde de la virologie, c'est Ivanovski, qui montre le virus de la mosaïque du tabac, en pratique, qu'il arrive à transmettre de plante à plante, qui donne une maladie. Ensuite, le premier virus animal décrit en dehors de celui de la rage, c'est Loeffler. Le premier bactériophage, c'est Derel. La première fois qu'on voit un virus en microscopie électronique, c'est en 1931. Stanley, prix Nobel de chimie, il va montrer que le virus de la mosaïque du tabac, c'est cristallisable, et que ce cristal garde toutes les propriétés d'un virus. Et donc, il considérera que les virus sont des biomolécules actives, mais ne sont pas vireuses. On ne peut pas les lier au monde vivant. Thémine va trouver les premiers rétrovirus. Les premiers virus d'archée sont en 1974. Nous, on trouve le plus grand virus, le premier virus avec un génome supérieur à 1 mégabase. Avec Bernard Asselin, on trouve les premiers virus infectants de virus, et puis les premiers transpovirons, c'est Christophe Desmieux qui est dans le laboratoire. Donc, il se pose la question de la définition des virus. Est-ce que les virus sont des organismes, sont des biomolécules? Le VOF essaie de faire, et vous savez, à chaque fois qu'on essaie de faire un consensus, c'est que le consensus est un arrangement contractuel. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas réellement à définir. Et donc, en réalité, mon opinion, c'est que les virus, ça n'existe pas. C'est une définition qui n'a plus lieu. Il faudra un peu de temps pour arriver à faire ça. Quand on poussait le VOF, qui était... Ça, c'est une définition par 3 prix Nobel. Le VOF d'un prix Nobel français, virologue, qui travaillait sur les bactériophages. Quand on est poussé dans ce retranchement, on va dire qu'est-ce que c'est qu'un virus? Il dit un virus, c'est un virus. Vous disiez un virus, c'est ce sur quoi les virologues travaillent. Pas de définition biologique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Et donc, après avoir été prisonnier entre les deux grands scientifiques, Stanley, prix Nobel de chimie, qui avait cristallisé le virus de la mosaïque du tabac, et Burnett, qui avait découvert le coxyaldonet, prix Nobel de médecine, qui pensait que les virus étaient des formes encore plus réduites d'anciens microbes, comme les bactéries intracellulaires sont des petites bactéries, on pensait que les virus étaient des petits reliquats de choses très grosses anciennes. Et donc le VOF a essayé de faire un consensus en disant, écoutez, on est d'accord sur un truc, c'est petit. C'est moins de 200 nanomètres, et donc toute la virologie c'est petit, c'est filtrable, c'est pas visible. Donc ça c'est... Deuxièmement, il y a un seul type d'acide nucléique, toutes les définitions, tout ce que vous avez appris de la virologie, c'est des virus ARN et ADN. Vous êtes tous d'accord, vous avez appris ça. Ensuite, il n'y a pas d'enzyme qui génère de l'énergie dans le virus, c'est strictement intracellulaire et ça ne marche pas, ça ne se crée pas par division binaire. Et en réalité, il y a plein d'exceptions à ça qui n'arrivent pas à permettre de définir ce qu'est un virus en soi, puisqu'il y a une quantité de ses qualités ou de ses défauts qu'on trouve chez nous. Alors, premièrement, virus ARN ou ADN, c'est pas vrai, il y a beaucoup de virus ADN qui sont arrêtés, qui ont de l'ARN et qui sont justement comme d'autres organismes. C'est vrai, le premier pour lequel j'ai été trouvé, c'est cytomégalovirus, et bien sûr chez nous, chez les virus ou chez tous les virus géants, c'est bourré d'ARN messager. Donc le fait, et c'est le fait d'être virus à ADN, les virus à ADN, dans les virus à ADN double brun, il y a des ARN messagers, la plupart du temps. Donc c'est pas quelque chose qui définit les virus par rapport à autre chose. C'est une séquelle quand on dit les virus à ADN et ARN. Le caractère intracellulaire, bien sûr, il y a des intracellulaires, des bactéries, des archées, des eucaryotes intracellulaires, donc c'est pas du tout le truc. La fission binaire, bien entendu, nous, la raison pour laquelle on ne voit pas les virus comme les autres, c'est quand j'ai commencé, on a classé encore les Rickettsia et Chlamydia comme étant intermédiaires entre les virus et les bactéries, c'est des intracellulaires. Et donc, si vous regardez la manière dont se multiplient
Chlamydia, ça ne se multiplie pas par division binaire, mais dans une morula, qui ressemble beaucoup à l'original virus de l'univirus. Et Babella, qui est une bactérie qui a été découverte par Barbara récemment, c'est une bactérie très étonnante qui se multiplie, qui fait une espèce d'énorme cordon comme ça, qui ressemble aussi à l'original virus, et d'un coup, pof, à la fois, toutes les bactéries apparaissent d'un seul coup, comme un virus. Donc le mécanisme de multiplication n'est pas spécifique d'un type. Et puis, bien sûr, en travaillant sur les amis, on a fini par trouver ça, on a mis, et c'est pour ça que ça nous oblige à réfléchir sur les choses, on a trouvé cette bactérie intracellulaire, gram positif, qui aurait été un virus parce qu'on s'est rendu compte que c'était un virus parce que ça résistait à amplification par CSS. Donc c'était une bactérie dont on n'arrivait pas à amplifier le CSS qui nous a permis de voir, en réalité, ce qu'on voyait depuis le début, c'est bien pour ça qu'on est obligé de réfléchir à la reclassification, c'est un microbe qui n'a pas de CSS ni de 18 et en pratique, il n'a pas de virus. Qu'est-ce qu'on fait des microbes qui n'ont pas de virus? Donc c'est bien un virus, vous voyez, qui est aussi gros que des bactéries, plus gros que certaines. Il a un génome qui est plus gros que beaucoup de bactéries, et ici, ça c'est un travail de Pauline qui montrait la séquence de mini-virus. Ici, maintenant, il y en a encore un plus grand qui s'appelle Pandoravirus, qui a un génome qui est supérieur à 2 mégabases et qui a un diamètre qui fait 1 micron. C'est plus gros que beaucoup de bactéries, et bien entendu, le génome est plus gros que beaucoup de bactéries. Et ensuite, comme il est gros, bien entendu, il peut être parasité par d'autres parasites, dont des virus. Donc il est parasité par des virus que j'ai pu dire au phage. Vous voyez là, ici, c'est un petit virus qui vient infecter le grand virus et qui le rend malade. Ensuite, on a trouvé d'autres virus géants, qui s'appelle Marseille virus. On a vu que c'était des virus. Ces virus géants, à la différence des tout petits virus que vous connaissez, sont des virus très chimériques. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde en prenant, ils sont comme les bactéries, ou comme les archées, ou comme les eucaryotes, ils ont des répertoires génomiques qui comportent une architecture commune, qu'on appelle le corps génome, et puis une architecture variée qui est faite de gènes d'origine inconnue, qu'on appelle les orphanes, et puis de gènes qu'ils ont acquis d'autres micro-organismes de leur environnement. Ils ont un répertoire qui est une mosaïque de gènes, comme on voit dans les autres microbes en réalité. Et ça, c'est vrai pour ces grands virus. C'est pas vrai pour tout. C'est vrai pour les grands virus. C'est vrai, bien entendu, pour les bactériophages aussi. Puis donc, on a trouvé d'autres. Donc ça, c'est les collections en cours de Bernard. Et donc, il y a un vrai point, c'est que si on reste dans cette définition de virus, et beaucoup de travaux qui ont été faits maintenant sur le virome, nous sont faits là-dessus, eh bien, par la mise en place d'un filtre, avant que vous commenciez à examiner, eh bien, vous loupez tous les virus G. Vous passez à côté des virus G. Et donc, on loupe ces virus par filtration, aussi bien dans les prélèvements humains, de sel, de pneumonie, de fièvre. Et donc, on passe à côté. Alors, qu'est-ce qu'on... Ça, c'est un travail qui a été fait dans le laboratoire par Christelle Mosners, qui a trouvé ces virus dans du sang de donneurs de sang. Et tous les études qui ont été faites jusqu'à présent dans les donneurs de sang ont été faites après filtration. Donc, on manquait ces virus, des virus géants. On a reconnu, qui sont très proches de Marseille virus, et que maintenant on détecte chez des sujets qui sont normaux, chez les donneurs de sang, chez des multitransfusés, mais aussi chez les patients HIV positifs. C'est quelque chose, on voit les virus, si vous avez une concentration, on voit les virus dans le sang, c'est des virus géants. Donc pour l'instant, avant qu'on découvre l'existence de ces virus, les définitions nous empêchaient, ceci était invisible. Soit vous regardiez les bactéries avec le CSS, soit vous regardiez les virus après filtration, mais ce qui était plus gros que 0,22 et qui n'a pas de CSS, c'était invisible. Vous ne pouvez pas le voir. Et donc, ce problème des... Donc on a trouvé une adénite chez un enfant avec le même virus, et puis on a isolé des virus de pneumonie avec la Varascola, avec des gens qui font des anticorps avec ça. Et donc, la définition des virus telle qu'elle est comme ça, elle ne peut pas répondre à la question. Alors, on a essayé avec Patrick Forterre de redéfinir les virus en disant, attendez, d'abord, il y a une nécessité à reclasser les virus, parce que si on séquence tous les gènes qu'on trouve, et l'ADN, je ne peux pas rentrer dans l'ARN, qui est encore un nombre de choses. Mais si on regarde, on séquence tout l'ADN que l'on trouve dans l'environnement,
prélèvements humains, ou dans la mer, dans la terre, eh bien, vous voyez, on trouve peut-être 1% d'eucaryotes, on trouve 10% de bactéries, 1% embarqués, et déjà, on a 15% des virus qui représentent les séquences, qui ont un lien avec les séquences que l'on retrouve. Donc déjà, il y a autant de séquences reconnues de virus que de tout le reste, tout le monde du vivant et des microbes. Et puis, il y a 60 à 80% qui sont complètement inconnus, qui sont trous noirs, la matière noire, chose dont on ne sait pas comment les classer. Donc on voit bien notre définition du monde basée sur les microbes, ou sur eucaryotes, les prokaryotes, est extrêmement modeste. Elle correspond qu'à 15% de la connaissance. Donc il faut classer les virus. Donc comment il faut les classer? On a essayé de regarder d'abord qu'est-ce qu'il y a de commun entre bactéries, eucaryotes et archées. Ça, c'est un travail de Pouni. Et il montre qu'en réalité, il y a très très peu, il y a encore moins que ça maintenant, quand on fait les génomes, il y a très très peu de gènes en commun. Et pratiquement ce qu'il y a en commun, c'est la traduction, et ce qu'il y a surtout en commun, c'est le ribosome. Donc en réalité, ce qu'ont de commun, ce que l'on définissait comme eucaryotes, prokaryotes, ou eucaryotes, bactéries archées, c'est la traduction et c'est le ribosome. D'accord? Et donc, si vous faites une définition du ribosome, vous tombez, mais en réalité, c'est ce qui définit ce groupe d'organismes, c'est la présence d'un ribosome. Et donc, s'il n'y a pas de ribosome, et donc là, quand on a comparé l'imivirus avec les bactéries, les archées et les eucaryotes, la seule différence qu'il y a, c'est justement ce qu'il y a de commun à tous ces microbes, c'est-à-dire la traduction et les ribosomes. Donc, si vous décidez de vous baser sur les ribosomes pour définir les organismes, et bien, par définition, vous excluez les groupes. Mais c'est un principe, c'est une opinion que vous avez. Donc, à partir de ces données-là, on a proposé une classification basée sur l'analyse des génomes en disant il y a des organismes qu'on peut reconnaître parce qu'ils codent pour un ribosome. Ça, c'est ce que vous connaissez sous le nom archée, bactéries, eucaryotes. Et puis, il y a des organismes qui codent pour une capside. Les capsides, c'est extrêmement bien conservé, comme les ribosomes. Et donc, on peut définir des virus d'archée, de bactéries ou d'eucaryotes. Et puis il y a le reste, c'est-à-dire ce qui n'a ni capside ni ribosome, les plasmides, les transposons. Et bien ça, on ne sait pas le classer. Les rétroposons, les satellites, les virus, on ne sait pas les classer. Alors ça, c'était un temps, et puis il y a un de mes étudiants qui a relancé la réflexion que j'avais eue au moment où on avait publié Mimivirus, qui était de se dire, écoutez, est-ce que ça, finalement, c'est pas un quatrième domaine de la vie? Il y a 3 domaines. Est-ce que c'est pas un quatrième domaine? Il a fait ça à partir de ça, qui est la RNA polymérase 2, dans la sous-unité bêta, et il trouvait, en faisant un arbre, vous voyez qu'au lieu d'avoir l'arbre à 3 branches que vous aviez avec le ribosome, il y a un arbre à 4 branches avec les virus qui sont là. Alors non seulement on trouve ça, mais en plus de ça, si on regarde maintenant l'analyse en cluster des gènes d'information que l'on retrouve chez les virus, les archées, les bactéries et les eucaryotes, on trouve aussi 4 groupes. Donc il y a 4 groupes de micro-organismes qui ont une organisation fonctionnelle qui sont distinctes les unes des autres, qui sont très très tranchées les unes des autres. Et donc ça amène à avoir une réflexion en disant, écoutez, dans les microbes, il y a 4 genres de choses qu'on voit au microscope et qui ont des modes de vie très très différents, les bactéries, les archées, les eucaryotes et les grands virus. Donc on a fini par définir ces grands virus comme étant les virales avec Philippe Colson, qui ont un certain nombre de spécificités. Et à partir de ça, ce qui met d'ailleurs les gens en folie, parce que quand on essaie de redéfinir les choses, ça irrite beaucoup les gens. À partir de ça, on a fini par proposer une classification. Les domaines, c'était réservé, c'est Woose qui a créé le nom de domaine. Donc, je ne veux pas respecter Woose, donc je lance l'année, donc il faut respecter ses créations. Donc moi, je vais proposer qu'on appelle ça des trucs pour Things Resisting Incomplete Classification, pour lequel il y a 4 trucs. Des bactéries, des eucaryotes, des archées, des mégavirales, parce qu'on ne peut pas, les faits sont têtus, on ne peut pas éviter, c'est la première des choses de la science, la première des choses de la science, c'est d'observer, la deuxième, c'est de les classer, la troisième, c'est de les expliquer. Donc, mais on est obligé de passer par, quand on a observé des choses qui échappent
à la classification antérieure, ont été obligés de reclasser. C'est une nécessité scientifique basique, et donc on est au milieu de ça. Ce qui amène, la conclusion de ça, c'est ce qui amène à traiter les mégavirales dans un domaine qui est en dehors du monde général des virus. Alors déjà, les mégavirales, ça va être compliqué. Quand on va leur dire qu'en plus, ce n'est pas des virus, ça va être encore plus compliqué. Enfin, ça veut dire qu'il nous reste un peu de travail pour définir les choses. Voilà.